Non, on va demander le slide suivant. Vous inquiétez pas, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Eh bien, on y va. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux. On a la pression, hein, Emmanuel? C'est énorme. Si nombreux pour cette conférence donc, sur l'intelligence artificielle, magie, impact. On va essayer de répondre aux questions et puis de présenter ce que l'on voit pour le futur dans la restauration et ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Alors, si on peut déjà passer au slide suivant, la régie, voilà. Emmanuel, je te laisse te présenter. Merci Emmanuel. Donc Emmanuel Argou, moi je suis directeur associé chez Food Service Vision. Food Service Vision, on est un cabinet d'intelligence économique spécialisé sur le food service et on accompagne nos clients qui font partie de toute la chaîne de valeur du food service, fournisseurs, distributeurs, restaurateurs, syndicats, etc., dans leur prise de décision, et on les aide notamment à décrypter un marché du food service qui est de plus en plus complexe. Et donc, je suis Emmanuel Grelot, je suis le cofondateur de la solution EasyList pour ceux qui connaissent et directeur de Mapal France. Mapal est un éditeur logiciel de solutions de gestion back-office pour la restauration. Tous les acteurs de la restauration, commercial, hôtellerie, tourisme, restauration collective également. Et quand on dit back-office, c'est toute la partie gestion des achats, gestion des coûts matières, gestion du personnel, planning personnel, pointage du personnel, formation du personnel, tout ce qui est également engagement du personnel. Voilà, on couvre un spectre très large. Ça va plus vite souvent de dire ce qu'on ne fait pas. On ne fait pas la caisse, on ne fait pas la paye, on ne fait pas la compta, mais on a l'ambition de faire tout le reste en termes de gestion back-office pour la restauration. C'est un groupe européen. On équipe plus de 50 000 restaurants en Europe aujourd'hui avec nos solutions, principalement Espagne, France, Royaume-Uni et un peu Amérique latine, puisque le groupe est d'origine madrilène. Voilà pour la présentation. Je te laisse la parole, Emmanuel. Très bien. Écoutez, on va commencer. Alors, si vous me voyez faire des gestes, ce n'est pas des tics, hein, c'est juste pour passer les slides, en fait. On va donc commencer par vous présenter une étude que l'on vient de réaliser en partenariat avec le salon Food Hotel Tech sur l'intelligence artificielle et sur, je dirais, sa perception, que l'on parle côté consommateur ou côté professionnel. On va passer au slide suivant. Donc, on a interrogé des consommateurs, plus de 1000 Français fréquentant des établissements de restauration. Et en miroir, on a pris des professionnels. On a enquêté auprès de professionnels, plus de 100 restaurateurs, restaurateurs et hôteliers. Hop. Alors, déjà, quand on raisonne consommateur, quand on demande aux consommateurs est-ce qu'ils ont déjà entendu parler d'intelligence artificielle, la réponse est plutôt oui. 87% ont entendu parler d'intelligence artificielle, donc c'est très bien diffusé auprès des consommateurs. Quand on leur demande l'utilisation de l'intelligence artificielle, on voit déjà ce pourcentage qui baisse un petit peu. Un Français sur 3 a déjà testé un logiciel d'intelligence artificielle. Et puis quand on descend encore d'un cran, quand on est plus focus sur le métier du food service, de la restauration, on arrive aujourd'hui à 12% de consommateurs qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour accompagner leur sortie au restaurant. Ça, c'était les consommateurs. Si on passe du côté des professionnels, sur le slide suivant. Déjà, côté professionnel, on a un petit peu plus de, je dirais, de personnes averties. On a 28% des professionnels qui déclarent aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle. Et en tout cas, je vous vois devant moi le nombre de personnes ici présentes, 9 professionnels sur 10 qui a de l'intérêt pour l'intelligence artificielle. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui suscite l'intérêt dans la restauration. Alors, on va continuer sur les services que peuvent apporter l'intelligence artificielle.
on a proposé aux consommateurs je dirais une liste d'items sur les différents services qui pouvaient, pour eux, améliorer la restauration. Alors, premier élément qui ressort, pour 67% d'entre eux, des recommandations de restaurants adaptés à leur goût et à leur budget. C'est le premier item qui ressort quand on leur demande. Deuxième item, pour 6 sur 10, des alertes pour choisir le restaurant avec le moins d'attente. Donc, il y a une notion de praticité, de gain de temps derrière tout ça. Et puis, troisième niveau, des aides pour mieux choisir leur restaurant via des chatbots, par exemple, chatbots intelligents, pour leur aider à faire leur choix. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde les consommateurs, c'est quand on regarde les classes d'âge, on a pris entre 18 et 64 ans, ceux qui sont le plus intéressés sur ces services, on retrouve les plus jeunes. La classe des 18-25 ans est plutôt surreprésentée. Et quand on est au-delà de 55 ans, on a un pourcentage, je dirais, d'intérêt sur les différents services qui est beaucoup moins fort. Et côté professionnel, alors quelles sont les attentes de service pour améliorer la restauration? Premier élément pour pratiquement 9 professionnels sur 10, création de contenu automatisé pour les réseaux sociaux. On retrouve en deuxième position les solutions de gestion et de réponse automatisée pour les avis clients, comment on répond mieux aux différents retours clients. Et puis, troisième point, des aides pour gérer leur stock, générer les flux de commandes. C'est de côté back-office qu'on retrouve, on ne vous l'a pas mentionné ici, mais c'est dans les items qui reviennent juste après, c'est comment je gère mieux mes stocks, comment je prévois mieux mes commandes. Toute cette partie anticipation aussi, prévision, qui ressort fortement côté attente des professionnels. Back-office, du coup, tu en as parlé, Emmanuel, sur ce que peut apporter l'intelligence artificielle sur les solutions de back-office qui nous concernent un peu plus à Mapal. Alors, avant de rentrer un peu dans ce que ça va être, en tout cas ce qu'on imagine, ce que ça va être, ce que ça va changer, peut-être un focus sur les problématiques de la restauration aujourd'hui. Si on regarde aujourd'hui, alors ça c'est basé sur nos clients, on a 50 000 restaurants aujourd'hui qui utilisent nos solutions dans le monde, qu'on a positionné sur ce graphe entre les performances de croissance sur l'axe horizontal, les performances de rentabilité sur l'axe vertical, et évidemment les restaurants sont positionnés un peu partout sur cet axe-là. Et pourquoi un restaurant se trouve plutôt dans un cadran plutôt qu'un autre? Alors, il y a plusieurs raisons. Si vous la régie veut bien avancer, parce qu'il y a une petite animation. C'est pas de l'IA encore. D'abord, l'emplacement, vous le savez. L'emplacement d'un restaurant, on le dit souvent, priorité 1, 2 et 3 d'un restaurant, c'est l'emplacement. Donc, c'est clair que l'emplacement joue un rôle important dans la performance de vente, performance de rentabilité d'un restaurant. Mais il n'y a pas que ça. Si la régie veut bien avancer. L'aménagement, évidemment, l'ambiance, l'expérience au sein de mon restaurant sont des axes évidemment très importants qui permettent aussi d'avoir un positionnement dans ce cadran en termes de performance et de vente. Il y a également, point d'après s'il vous plaît, l'expérience consommateur, le fameux rapport qualité-prix, l'offre consommateur, évidemment, ça va permettre de positionner ce restaurant dans un certain cadran de rentabilité et de croissance. Et puis l'autre élément, c'est aussi les processus, vous le savez mieux que moi. Comment est-ce que je gère le restaurant? Est-ce que j'ai mis en place des processus adaptés? Est-ce que j'ai mis des organisations qui me permettent de bien gérer et ma rentabilité et ma croissance et capter mes clients? Mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a le bon emplacement, qu'on a le bon aménagement, qu'on a le bon restaurant, on a le bon rapport qualité-prix, on a mis les processus en place. Qu'est-ce qui fait, si la régie veut bien avancer, que mon restaurant se trouve
dans ce cadran-là, donc pas de croissance et rentabilité, franchement pas terrible. Dans le deuxième cadran, s'il vous plaît, où là j'ai une croissance relativement modérée et je suis dans une rentabilité qui est pas folichonne mais qui est positive. Mais évidemment, là où on veut être, c'est là. C'est dans ce cadran-là qu'on veut être. Et la différence, elle est où? Eh bien, nous, on pense, sur le point d'après, s'il vous plaît, que c'est souvent lié à la qualité, évidemment, des hommes et des femmes qui composent le restaurant et du pilotage de ce restaurant. C'est l'élément qui reste et qui va permettre de se positionner au bon endroit dans ce cadran-là. On veut tous aller chercher de la croissance et de la rentabilité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais le pilotage, bah, c'est loin d'être simple. Alors là, c'est loin d'être exhaustif. Mais quand on dit je veux piloter mon restaurant, ça veut dire quoi? Je veux contrôler mes coûts matières, il faut que je gère mes achats. Je contrôle ma démarque inconnue, mes déchets, mes stocks, mes inventaires, mes contrôles à la réception, la formation de mon personnel, la motivation de mon personnel, le recrutement. Vous savez mieux que moi aujourd'hui les difficultés que ce secteur a pour recruter, analyser les ventes, la qualité du service, le retour consommateur, enfin bref, la liste, elle est longue pour pouvoir piloter correctement un restaurant. Et alors quand on en gère 10, 15, 20, c'est encore pire. Et donc on demande qui fait ça? Eh bien, ce sont les équipes. Les équipes sur le terrain, les équipes dans les bureaux, les équipes de pilotage qui doivent gérer l'ensemble de ces processus de la restauration pour avoir une bonne rentabilité et une bonne croissance. Et pour ça, ils ont des outils. Et alors, vous êtes au bon endroit pour les outils. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur ici. Et tous les outils sont là. Et les outils, il y en a plein. Les outils sont existants, ils sont puissants. Il y a plein d'expériences, il y a plein de retours d'expérience aujourd'hui. Vous allez trouver plein de solutions, des solutions intégrées comme les nôtres avec Mapal, des solutions plutôt spécialisées sur certains sujets avec d'autres éditeurs. Et vous pouvez faire votre marché ici. Il y a plein de bonnes solutions qui marchent, qui ont fait leur expérience. Avec des supports utilisateurs, on est de plus en plus user-friendly, même si c'est jamais assez, mais on s'améliore de jour en jour. Donc ces outils-là existent, mais ce n'est pas facile à piloter. Parce que quand on est aux commandes d'un outil comme ça, eh ben on a, comme un pilote d'Airbus ou de Boeing, je ne saurais pas vous dire, plein de boutons, plein d'outils, et ce n'est pas simple. C'est pas simple, et pour pouvoir gérer tout ça, il faut de la formation continue, il faut gérer là aussi les équipes. Vous faites rentrer un nouveau collaborateur, il faut le former à l'outil, il faut lui expliquer où sont les boutons, dans quel écran, et comment je fais ci, et mon processus quotidien, comment je fais, et mon processus hebdomadaire, comment je fais, dans quel écran je vais. Et au fait, tiens, j'ai oublié mon mot de passe. 80% des appels au support des éditeurs, c'est j'ai oublié mon mot de passe, pour info. Donc, toutes ces problématiques-là que l'on doit gérer. Évidemment, l'outil ne comble pas tout. D'ailleurs, souvent, les outils, ils vous disent où est le problème. Ils ne vous disent pas où est la solution. Ils vous disent là, vous avez un problème de rentabilité, là, vous avez mal acheté, là, vous avez un problème de RH. Mais quelle solution? Et puis souvent, ce que l'on voit aussi dans les outils, c'est que le potentiel des outils est peu utilisé. C'est comme Excel, on l'utilise tous, à peu près 10% des fonctionnalités d'Excel. Dans vos outils de gestion, dans vos outils de caisse, dans l'ensemble des outils, vous utilisez très souvent peu de fonctionnalités. Alors, ce qui nous arrangerait, nous éditeurs, c'est que vous utilisez tous les mêmes fonctionnalités, mais en l'occurrence, vous n'utilisez pas tous les mêmes, mais peu de fonctionnalités. Donc ça, c'est la problématique du pilotage d'un ou groupe de restaurants. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Emmanuel, ce besoin de pilotage, nous on mesure chaque mois le marché de la restauration et effectivement, on est sur un marché dont la croissance est plutôt modérée ce début d'année. On a sur l'année 2023 un ralentissement progressif de croissance, je dirais de façon régulière, avec un vrai enjeu de fréquentation qui commence à légèrement régresser. Et le métier de restaurateur devient de plus en plus compliqué, avec notamment une inflation qui est certes moins forte, mais en tout cas un besoin de pilotage de plus en plus précis, et notamment les contraintes de marge qui sont de plus en plus sous pression côté restaurateur. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on le voit ici, quand on est restaurateur, ça ne doit pas être facile d'arriver face aux éditeurs et dire est-ce que cette solution est meilleure que celle-là et comment je vais la mettre en œuvre? Est-ce que mes équipes vont être capables d'utiliser le potentiel de cette solution? Est-ce que j'aurai la rentabilité? C'est une vraie problématique. Alors jusque-là, je n'ai pas parlé d'IA. Vous êtes venus pour entendre parler d'IA. Je n'ai pas encore parlé d'IA. Alors en quoi l'IA va nous aider? On va aller sur le slide d'après, s'il vous plaît. En 2022, éclate. Alors dans le jargon technique, s'il y a des questions, on pourra y répondre, même si je suis loin d'être un grand expert.
éclate la révolution des LLM. Les LLM, c'est quoi? C'est simplement un ordinateur qui va apprendre sur de grandes masses de données. Si on peut avancer sur le point d'après, ce qui change, c'est que le langage humain peut être interprété de manière précise en tenant compte d'une grande masse de données. Pour les anciens comme moi qui ont essayé la reconnaissance vocale d'IBM il y a 15 ou 20 ans, on est tous revenus. Là, c'est quand même une autre génération. Et effectivement, l'ordinateur, qui n'a rien d'intelligent, hein, je vous rassure, l'ordinateur est loin d'être intelligent, il n'est pas encore plus demain. Simplement, il a la capacité d'intégrer une grande quantité de données et de deviner par statistique quel va être le mot d'après à une question. Et ce qui rend l'ordinateur capable d'échanger par du langage. Encore une fois, rien d'intelligent, ce n'est que des maths et des stats. Et ce langage humain, il peut être utilisé pour générer des actions. Et c'est ça qui est nouveau. Vous avez, pour ceux qui ont utilisé ChatGPT, on écrit ce qu'on veut, et l'ordinateur comprend ce qu'on veut et propose des choses. Et puis on réajuste. On dit ça, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et il va apprendre du retour qu'on va faire, nous humains. Parce que pour le coup, nous, on est intelligents. Et on va être capable de lui dire ce qui nous intéresse. Et c'est comme ça que l'IA va apprendre. Et ces données, je veux bien revenir un petit coup en arrière, s'il vous plaît. La régie va un peu plus vite que moi. Ces données peuvent être interprétées, évidemment, pour fournir des informations en langage humain. Donc vous voyez, pour nous, en tout cas dans ce qu'on analyse, alors l'IA va révolutionner, va changer, j'en suis convaincu, plein de choses dans nos vies. En ce qui concerne la restauration et les outils de gestion, back-office en ce qui nous concerne, on pense que la révolution va se jouer surtout dans l'interface homme-machine, dans la façon dont on va échanger avec l'ordinateur. Aujourd'hui, on est derrière un écran, derrière un clavier, une souris, et on nous a appris à cliquer là, cliquer ici, ouvrir un menu, ouvrir cet écran, basculer, changer, lancer un rapport. C'est comme ça qu'on interagit avec la machine. Mais cette interaction-là, elle va changer. Si on veut bien aller sur le slide suivant, et c'est la façon effectivement dont l'utilisateur va interagir avec la machine qui va complètement changer. Est-ce que ça vous intéresse de voir le futur des outils de gestion? Ouais, je vais le garder pour moi, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand monde d'intéressé. Ça vous intéresse de voir le futur des outils de gestion? Ah, comme un peu d'interaction avec la salle, ça fait toujours du bien. Tu as entendu quelque chose? Allez, alors on y va. Je vais vous montrer ce que va être demain l'interaction. Un clic de plus, s'il vous plaît, pour que la machine parte. Non, pardon, il faut que la vidéo elle parte. Je ne vois pas la souris. Non, la souris va bouger. On va avoir, je suis sûr qu'on va avoir un problème technique. Normalement, il y a une vidéo. Bon. Peut-être dire où il faut cliquer, non? Bah oui, bah, normalement, il va cliquer là en bas. La vidéo ne veut pas partir. Évidemment, ça marche sur mon ordi. Vous voyez, l'IA, il y a encore du boulot. Hein. Je vais être obligé de parler alors pour expliquer. Si ça ne veut pas partir, on va donner encore quelques secondes. Mais en résumé, ce qui va changer, c'est que vous voyez là l'interface homme-machine du utilisateur du futur. Et tout va se passer là, comme ChatGPT, dans le prompt en bas. L'utilisateur va demander ce qu'il veut à la machine et la machine va répondre. Et la machine va l'emmener là où il doit aller. Donc encore une fois, je suis vraiment désolé, ça marchait sur plein d'ordi, évidemment ça ne marche pas sur celui-là, puisque là on a effectivement à peu près 5-10 minutes de démo, de l'interaction entre un utilisateur et des solutions de back-office. Et en fait, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est un utilisateur qui dit ben, « sors-moi les stats de vente du mois ». Et hop, on a automatiquement l'écran de stats du mois. Tu veux que je fasse l'utilisateur? Tu peux faire l'utilisateur. Sors-moi les stats du mois. Et ben voilà, je vais t'emmener directement sur le bon écran, sans passer par l'écran d'outils de reporting, sans passer par l'écran « clique sur tel bouton » et je vais automatiquement t'afficher le rapport du mois. Autre exemple, je veux revoir mon planning personnel. Automatiquement, l'outil va me proposer des évolutions dans le planning du personnel, sans avoir à passer par une étape d'écran, d'ouverture d'écran et de fermeture d'écran. Idem sur, on avait fait une analyse et on a aujourd'hui des outils de retour consommateur où le consommateur vient émettre son avis sur Internet. Eh bien, l'intelligence artificielle, de par l'analyse des données, va être capable de dire « sors-moi un résumé de la satisfaction de mes utilisateurs sur ma région ». Et sur la base de 200 réponses, l'IA, sans qu'on ait rien fait tout seul,
va produire un résumé en disant ça c'est plutôt un point positif, ça c'est négatif, vous devriez corriger ça, vous devriez corriger ci. Automatiquement, ça va arriver dans le... On va peut-être avoir la vidéo, donc je vais être obligé de me répéter. On n'est pas loin, je crois. On n'est pas loin, mais je vois que QuickTime n'est pas disponible, donc je trouve qu'il y a un problème de config sur l'ordi. Et donc effectivement, c'est l'IA qui va permettre, encore une fois, on n'a pas pré-mâché le travail de l'IA, on lui a fait manger toute la donnée que l'on a déjà. Donc les données de menu, les données de recettes, les données de vente, les données RH, les données de planning. Et grâce à ça, l'IA va simplement, sur une simple demande d'utilisateur, emmener vers le bon écran, emmener vers la bonne analyse. Par exemple, on avait dans ce qu'on aurait voulu vous montrer, je ne sais pas si on y arrivera, dire, ben voilà, j'ai mon process quotidien à faire. Pilote-moi, conduis-moi mon process quotidien. Et donc, l'IA va directement conduire l'utilisateur en disant, ben, tu dois d'abord contrôler ça, est-ce que c'est bon, ensuite à l'étape 2, et ainsi de suite. Et il va passer d'écran en écran. À aucun moment, l'utilisateur aura besoin de savoir qu'il doit cliquer sur l'écran de menu, qu'il doit cliquer sur tel élément. C'est l'IA qui va l'emmener tout seul sur le bon écran. C'est ce qu'on voulait présenter dans la vidéo qu'on aurait dû tester avant sur l'ordinateur de la régie, comme quoi on apprend tous les jours. Mais ouais, non, je pense que ça ne veut pas partir. Mais c'est effectivement cette IA avec le prompt qui sera l'interface unique des utilisateurs demain des solutions back-office. Et en fait, pour utiliser ce type de solution demain, il faudra savoir juste une chose, écrire et lire. Et rien qu'avec ça, plus besoin de formation, plus besoin d'accompagnement. N'importe quel utilisateur pourra demander aux solutions de gestion de l'emmener vers le bon écran, vers la bonne analyse, vers le bon résultat. Et ça va être ça pour nous, la révolution de l'IA au sein des outils de gestion. Encore une fois, désolé, ça nous apprendra pour l'année prochaine au FHT à tester avant, on aurait voulu vous le montrer, mais en résumé, c'est ça, c'est effectivement l'utilisation du prompt qui va guider l'utilisateur dans l'utilisation. Et c'est en ça où l'IA, à notre sens, va changer la relation que l'on a avec les outils de gestion. Est-ce que, donc du coup, on va finir un peu en avance. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là? Et pardon pour les problèmes techniques, comme quoi on a encore un peu de taf avec l'IA. Bonjour. Ah oui, ça marche. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous dites qu'il faudra savoir écrire et lire? Ça ne peut pas se faire, on parle et il vous répond? Si vous m'entendez? Oui. Ça pourrait se faire, oui aussi, bien sûr. Alors, à Ok. l'oral, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, les interfaces, et typiquement ChatGPT, on est plutôt au clavier, écrire et lire, mais bien sûr, on pourra faire de la reconnaissance vocale également. Donc, on n'a plus besoin de savoir écrire Donc, on aura besoin d'une machine quand même, soit un smartphone, soit un ordinateur, mais effectivement, ça pourrait être à la parole, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et on parle de combien de temps à peu près pour nourrir justement la machine avant en fait, de regrouper, en fait, centraliser toutes les informations pour... Ça va vite en fait. C'est-à-dire que ces machines, l'IA, elle fonctionne si elle a une grande quantité de données. C'est ce que vous voyez sur ChatGPT. Ils ont fait manger à ChatGPT tout un tas de données du web. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire manger les données qu'on a déjà dans les outils de gestion. C'est vrai que pour pouvoir faire de l'IA, la matière, c'est la donnée. C'est d'avoir de la donnée en termes de vente, en termes de planning personnel, en termes de rentabilité, tout ce qu'on a vu. C'est de la lecture de base de données, de l'intégration de données que l'on a déjà, qui va permettre à l'IA d'apprendre ça. Et ensuite, c'est surtout développer les interfaces pour pouvoir avoir cette interface homme-machine. Mais on a déjà des solutions qui sortent dans quelques mois sur cette base-là, sur la base de l'auto-apprentissage de ce que l'on a déjà, des données que l'on a déjà. Mais c'est vrai que vous avez raison, ce point de la donnée, on oublie souvent dans l'IA, l'IA marche parce qu'il y a beaucoup de données. Et donc elle marche sur des données web, elle marche sur des données génériques. Dans le monde du professionnel, une des contraintes, c'est d'avoir la donnée. Et donc effectivement, avec l'ensemble de nos 50 000 restaurants aujourd'hui, on a de la donnée pour alimenter la machine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez, profitez-en, on n'a pas de vidéo, alors c'est l'occasion d'échanger. Justement, vous parlez des données qu'on va envoyer sur l'IA. En termes de sécurité des données, du coup, ça se passe comment? Moi, j'ai pas envie que mon concurrent il puisse avoir accès au rapport de gestion que je peux mettre sur l'IA.
En fait, c'est la même problématique que l'on a déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est quelle est la sécurité des données. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que restaurateur, vous n'avez pas forcément envie que vos données soient exploitées par des concurrents. Alors, la donnée, quand vous utilisez déjà des solutions éditeurs type SaaS ou des solutions qui sont dans le cloud, vous la partagez déjà, votre donnée. Vous ne le savez pas forcément, vous la partagez déjà. Elle est souvent anonymisée et exploitée sous forme de statistiques. Donc, on ne sait pas à aucun moment d'où vient la donnée. Donc, c'est de la donnée en masse et en stats qui va servir à l'apprentissage. Donc, on a les mêmes techniques, on va dire, que l'édition aujourd'hui, que les solutions SaaS, que ce qu'on utilise tous les jours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, parce qu'il y en a, même sur les Google, même sur les applis que l'on a aujourd'hui de Microsoft ou autres. Évidemment que ces données sont exploitées, donc ce n'est pas neutre, mais c'est aussi la contrepartie d'avoir ces outils-là qui permettent d'apprendre sur la donnée. Mais ce qu'il faut bien vérifier, c'est que dans les contrats d'édition que vous avez, que la donnée est bien anonymisée, et qu'une fois que c'est anonymisé, on ne sait plus que c'est vous. Par contre, effectivement, on va l'utiliser. Il y avait une autre question ici. Merci. Et la généralisation de ce genre de solution, vous estimez que c'est d'ici à combien de temps environ? Nous, on estime qu'avant la fin de l'année, on va sortir des interfaces comme ça, sur une partie de nos outils. On ne parle pas d'année, hein, on parle de mois. Vraiment sur cette interface-là et d'intégration de ces outils-là avec l'ensemble de nos outils. Alors là aussi, ça dépend des données que l'on a pour pouvoir faire en sorte que la machine apprenne, mais c'est vraiment une question de mois. On le fait aussi, alors c'est moins dans le domaine de la restauration, mais dans le domaine de l'édition logicielle, où on développe des lignes de code, on a des centaines de milliers de lignes de code. On fait déjà manger ces lignes de code à l'intelligence artificielle qui est capable déjà de nous sortir des choses. Donc ça va vite. Donc avant la fin de l'année, on a des solutions qui sortent. Merci. Tu disais fin de l'année en France et en Espagne, c'est déjà Dans le en groupe, place? c'est les mêmes solutions. On sort en même temps. Nos produits sortent en même temps sur l'ensemble du continent Espagne, France et UK, enfin Royaume-Uni. On sort sont les mêmes versions partout. Donc ça sort en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? D'autres questions, pardon, ou solutions? Ou expériences? Vous avez peut-être pratiqué et qui se... Vous avez beaucoup parlé de la valeur ajoutée en matière de gestion du back-office. Est-ce que l'IA va pouvoir aussi aider les restaurateurs dans la gestion des ventes par rapport à la météo, par rapport aux promotions, par rapport à tout un tas de... pour savoir quoi prioriser en termes de production? Oui, alors oui, on le fait déjà. C'est déjà les solutions qui existent d'ailleurs de prévisionnel d'activité en fonction d'éléments extérieurs. Donc on va effectivement agglomérer la data, les données des ventes du passé en tenant compte d'événements extérieurs au restaurant. Et avec ça, on peut faire du prévisionnel d'activité relativement pointu. Et c'est effectivement, l'IA intervient aussi beaucoup ici, de manière effectivement à pouvoir affiner le prévisionnel d'activité au produit, à chaque produit. Ce n'est pas seulement le prévisionnel d'activité en vente d'un restaurant, c'est être capable de dire, normalement, ce jour-là, en fonction de la météo ou du match de foot qui est à côté, vous devriez vendre plus de burgers que de pizza. Ce genre de choses. Donc ça, effectivement, sont des solutions qui existent déjà d'ailleurs et qui vont s'améliorer avec le temps et avec l'IA. D'ailleurs, il y a des solutions dans le salon qui s'occupent justement de cette prédiction où on arrive à modéliser, c'est toujours le même principe, hein. On apprend à la machine, on regarde les ventes, on fait rentrer des événements extérieurs, des effets météo, des effets événements, grève ou autres qui peuvent arriver et après on répercute et on apprend, on fait du machine learning pour pouvoir après faire de la prévision en fonction des différents facteurs qui impactent le marché de la restauration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, du coup, j'ai vu que la vidéo, elle fonctionne pas malheureusement, mais j'ai pas trop compris du coup le but un peu du sorte de chat GPT pour la restauration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concrètement c'est quoi les outils qui sont cachés derrière ce moteur de recherche? Alors, en fait, les outils qui sont cachés sont tous les outils que l'on a déjà. Aujourd'hui, si je parle que des outils Mapal, on a des outils de gestion des achats. Donc on va gérer l'ensemble des commandes qu'on va envoyer aux fournisseurs, de gestion des cartes, de gestion du planning personnel, de gestion des avis consommateurs. Tout ça sont des outils opérationnels que l'on a déjà, qui sont déjà en production et en utilisation chez nos clients. Pour utiliser ces outils, il faut se connecter à l'outil
pouvoir apprendre comment utiliser l'outil. C'est pour ça qu'il y a des formations à faire pour pouvoir, si je reste sur l'exemple des avis consommateurs, expliquer à l'utilisateur qu'il doit cliquer sur tel bouton, que voilà l'information qu'il va pouvoir avoir, les rapports qu'il va pouvoir utiliser, et puis les actions qu'il peut faire dans l'outil. Mais pour ça, c'est une formation. Il y a une information, une formation minimale à faire aux utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser bien l'outil. Là où ça va changer, ce qu'on voulait montrer dans la vidéo, c'est qu'il n'y a plus de formation. Il y a simplement l'utilisateur qui arrive dans le prompt et qui dit « Donne-moi le résumé des avis consommateurs sur ma région ». Une fois qu'il a ça, donc on a le résumé en 4-5 paragraphes, sans lire les 200 réponses qu'on a eues. Ensuite, on dit à l'IA « Aide-moi à créer les réponses aux restaurateurs, enfin aux consommateurs, pardon ». Et là, l'IA va automatiquement emmener vers le bon écran avec déjà des questions pré-remplies sur la base de ce qu'on a déjà vu sur le passé. Ah ben on a la vidéo. Je crois que c'est bon. Ah ben, ouais, mais on a déjà tout. J'ai défloré tout le sujet, il n'y a plus de suspense, mais on peut le faire. On peut le faire. Et effectivement, ça va permettre de simplifier. Mais donc allons-y sur l'IA. On peut la laisser dérouler. Donc là, effectivement, c'est un exemple. Alors si ça déroule, décidément. Vous l'avez mise en pause ou elle déroule? Voilà, donc là, effectivement, c'est un exemple d'échange. Je communique avec l'IA sur la partie entretien. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mes entretiens? Et puis, une fois que j'ai fait ça, la vidéo lag un peu, mais ça va arriver. Je vais pouvoir... Bon, je ne sais pas si on va y arriver, hein. Je ne sais pas si on va y arriver. On a perdu la vidéo. Bon, je pense que de toute façon, je crois que vous avez compris le concept. L'idée, effectivement, c'est à partir du prompt de pouvoir avancer. Donc voilà, désolé pour ces petits soucis techniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Du coup, l'exemple qu'on voit avant, ça ressemble un peu à ChatGPT, mais je vois que c'est pas ChatGPT. Non, c'est pas. En fait, ChatGPT s'appuie sur les données Internet pour pouvoir répondre à la question. Ouais. Ça, c'est la même chose, mais ça s'appuie sur les données des restaurants, de l'ensemble des restaurants. Donc, c'est vraiment basé pour le professionnel sur la base de données professionnelles, mais le résultat est le même. C'était un exemple de Mapal? Oui, c'est un exemple de Mapal, bien sûr. Ce sera le prompt de Mapal des outils back-office dans les mois qui vont venir, qui va permettre à nos utilisateurs d'interagir directement avec les outils. Et est-ce que vous utilisez des intelligences artificielles pour les créer? Bien sûr. Donc vous utilisez ChatGPT, Llama ou Claude? C'est des moteurs. Alors on a plusieurs moteurs. Les LLM, ce n'est pas forcément ChatGPT, c'est des moteurs que l'on utilise. Il y en a plusieurs, pas un seul, qui vient lire l'ensemble de nos données et vient auto-apprendre pour pouvoir répondre aux questions qui vont être posées au prompt. D'accord. D'accord. Mais c'est comme ChatGPT, sauf que ChatGPT s'appuie sur les données Internet. Nous, on fait la même chose, mais en s'appuyant sur les données des outils de gestion que l'on a. Outils de gestion des achats, outils de gestion de RH. Et c'est quoi l'interface que vous avez utilisée? L'interface ici, oui. Ça, c'est les interfaces que l'on développe nous. C'est nos interfaces que l'on développe nous et on utilise ensuite les moteurs LLM pour pouvoir avoir le résultat aux réponses. Et les bases de données, vous utilisez des CRM ou des C'est l'ensemble des bases de données, de l'ensemble de nos outils. On a aujourd'hui plusieurs outils, donc on consolide l'ensemble des données, pas que des bases de données, de l'ensemble de nos outils. D'accord, merci. D'accord, qu'on utilise dans 50 000 restaurants aujourd'hui depuis bientôt plus de 10 ans. Merci. Je vous en prie. Il y a une autre question là-bas, s'il vous plaît. Oui, c'était pour savoir quelle fonctionnalité de l'IA on pourrait utiliser pour améliorer, pour éviter en fait, pour baisser le gaspillage alimentaire ainsi que les pertes. Bon ben, le gaspillage alimentaire et les pertes. Il y a déjà les outils opérationnels qui existent sur le sujet. Il y a plein de sources de réduction du gaspillage alimentaire. Le premier, c'est de pouvoir avoir un outil qui calcule la quantité théorique dont j'ai besoin en fonction de mon prévisionnel d'activité. Ça existe déjà. L'interface IA va simplement simplifier l'interface. Donc ça permet déjà d'optimiser. La deuxième optimisation que l'on voit sur la réduction de la perte, c'est le contrôle à la réception, de s'assurer que j'ai bien reçu la bonne marchandise, que je l'ai bien rentré en stock et de faire cette bonne gestion. On a un client, j'étais chez un client la semaine dernière qui avait sa réunion avec ses directeurs de restaurants, une vingtaine de directeurs de restaurants. Eux, ce qu'ils suivent, ils ont un seul indicateur en fait sur le coût matière et la perte qu'ils suivent, c'est l'écart entre le coût de matière théorique calculé sur la base des recettes, des fiches techniques
et du volume d'activité. Donc l'écart entre ce coût théorique et le coût réel. Combien j'ai acheté dans le mois entre inventaire début de mois, les achats du mois, inventaire fin de mois. Et eux, cet écart, ça doit être moins d'1%. Si c'est plus d'1%, il y a un problème quelque part. Soit effectivement c'est le provisionnel qui est faux, mais c'est assez rare, hein, c'est des maths. Soit effectivement on a mal fait une rentrée de stock, on n'a pas fait une sortie de stock, on a jeté, on a commandé trop, voilà. Et en fait, le bon pilotage sur ces sujets-là, c'est réellement la comparaison entre ce que j'aurais dû acheter et qu'on peut calculer, et ce que la machine peut calculer, et ce que j'ai réellement acheté. Et là, c'est souvent là qu'on trouve des gains en matière. Et ça, ce sont les outils de gestion déjà existants. L'IA va simplement amener une interface plus facile pour l'utilisation de ces outils. Et pour améliorer, par exemple, les ventes de certains produits qui marchent et baisser celles qui ne marchent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est toute l'analyse là aussi des ventes, et notamment l'analyse des quels sont les produits les plus vendus, quels sont les produits qui marchent le plus. Ce n'est pas forcément ceux que je vends le plus qui marchent le plus. Donc ça, c'est vraiment les outils analytics qui permettent d'analyser tout ça. Mais là aussi, l'IA, souvent, vous avez un outil de caisse avec la remontée des caisses, vous avez un outil back-office avec la gestion des achats, puis un outil RH. Avoir une vision consolidée de tout cela pour pouvoir avoir une analyse, ça, l'IA peut aider, et notamment trouver le bon dashboard dans le jargon, le bon rapport qui permet de voir tout ça, notamment à niveau direction. Il y avait une autre question là. Il n'y a que moi qui réponds aux questions. Excusez-moi. Oui, c'est ta solution là, qui est mise en avant. Vous avez expliqué que vos outils se développaient de manière un peu automatique grâce à l'IA, pas automatique, mais en tout cas qu'elle vous permettait. Et vous avez aussi expliqué que cette nouvelle interface que vous présentez va éviter la formation de nos équipes. Ça veut dire que vous avez moins de... Enfin, vous n'avez pas... Vos coûts vont être diminués. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que du coup, ça va se répercuter sur nous, les clients, par rapport au fait que vous n'avez plus de formation et que l'IA vous aide, entre autres, à agrémenter votre outil? Oui, notamment la formation, hein, moins de coûts de formation de l'outil. Oui, il y aura forcément des avantages pour vous. Ce qu'on voit aussi, je discutais tout à l'heure avec un client qui utilise une de nos solutions depuis 6 ans. Et c'est 6 ans qu'il est en échange avec nos équipes support, mais pour autant, on a du mal à lui expliquer qu'on a sorti telle et telle évolution, il ne le voit pas forcément. Et donc ça, oui, bien sûr, il y aura des optimisations de coûts de notre côté, donc de prix pour vous, et notamment dans la mise en œuvre et dans la formation et dans l'accompagnement. Oui, ça va être, honnêtement, ça va vraiment réduire les coûts parce qu'il n'y aura pas moins besoin de former, réellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va arriver à la fin de... Je crois qu'on avait 50 minutes. Une petite question rapide. Je sais que pour les modèles de langage, il y a un sujet avec le fait d'avoir toujours une donnée parfaitement à jour, d'apprendre en permanence sur les toutes dernières données. Du coup, vous le gérez comment, ça? Sur la dernière donnée économique du jour, par exemple, le résultat du jour ou quoi? Encore une fois, nous, les données ne s'appuient pas sur des données publiques sur Internet, elles s'appuient sur les données que l'on a, nous. Donc, on va en permanence aller scanner les données que l'on reçoit. Ensuite, dans ce qu'on développe, il y a aussi une interaction avec la machine, et notamment d'être capable, quand l'IA va répondre avec le pouce en l'air ou le pouce, de pouvoir orienter la machine en disant ça effectivement, c'est intéressant pour moi ou pas. Et sur les données fraîches, à partir du moment, encore une fois, c'est juste nos données, hein, avec nos clients qui sont analysés, mais c'est juste l'analyse de tout ça qui va faire en sorte que l'IA va apprendre. D'accord. Et une autre petite question, c'est donc là on a vu par le prompt, on peut avoir un certain nombre d'informations, des statistiques, des lectures intelligentes des données. Est-ce qu'on pourra aussi avoir des actions, par exemple changer la configuration d'un outil ou voilà, changer un affichage, je ne sais pas, ce genre de choses? Oui, bien sûr. C'est typiquement dans les actions, c'est tout l'intérêt du LLM. On peut générer du code. Donc oui, on aura des actions. Dans la vidéo, on avait des actions encore une fois, sur les avis consommateurs, des réponses automatiques. Mais oui, on pourra changer les configurations. Demander à l'IA, compare-moi toutes les cartes de tous mes restaurants et quelle est la carte la plus optimisée. Et crée-moi une carte avec le mix produit qui correspond le mieux. Bien sûr, on a toute la donnée pour le faire. Alors, l'inconvénient de l'IA, quand même, la question n'est pas posée, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit juste à 100%. C'est des stats, donc ça peut être à côté, ça ne tire pas forcément juste. Mais, encore une fois, on va interagir, on va être capable de dire à la machine, là, effectivement, non, ce n'est pas le résultat que j'attendais. Ce que vous faites, ceux qui ont utilisé ChatGPT, on fait régulièrement, on repose la question. Et la machine apprend d'ailleurs de nos questions. Donc c'est sûr qu'au début, ce sera sans doute moins performant que dans 2-3 ans. Mais oui, bien sûr, ça va être l'analyse de nos données. Très bien, merci. Merci à vous. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps. Encore une fois, désolé pour la technique.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre écoute. Merci.